Bonjour Isabelle Schmitt. Bonjour Ariane. Alors vous êtes notre guide privilégié pour une série de visites exceptionnelles qu'on va faire ensemble sur Figaro Live à l'occasion de la sortie de ce magnifique hors-série qui vient de sortir et qui est consacré à Paris Secret. Alors vous avez choisi qu'on s'attarde aujourd'hui sur l'hôtel de Lauzun, qui est un hôtel magnifique. Racontez-nous un petit peu l'endroit où nous sommes. Nous sommes au cœur de l'île Saint-Louis, qui est la réunion de l'île Notre-Dame, derrière nous, et de l'île aux Vaches, qui devient un seul et même quartier, le premier quartier urbanistique de Paris, pensé comme un quartier à part entière, avec ses hôtels, ses églises, ses magasins. Ce projet est clos sous le règne du roi Louis XIII. Louis XIII et sa mère Marie de Médicis posent la première pierre du pont Marie, et tout ce quartier est aménagé et réuni sous le nom d'île Saint-Louis. On est juste en dessous, le long de la Seine, juste en dessous du quai d'Anjou, qui s'appelait à l'époque quai d'Alençon. Et sur ce quai d'Alençon, l'un des derniers arrivants, Charles Groin, choisit de construire un palais à la mesure de sa réussite sociale, qui est, vous allez le voir, assez spectaculaire. Alors le signe distinctif de l'hôtel de Lauzun, c'est un superbe balcon en fer forgé et doré, dont le coût équivaut au coût de toute la décoration de l'appartement d'Apparat. Charles Groin n'a pas lésiné là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est un signe apparent de richesse et de réussite sociale, ce qui équivaudrait en fait aujourd'hui à garer une Ferrari ou une Jaguar devant chez soi. Ça s'appelle donc l'hôtel de Lauzun, mais vous évoquiez tout à l'heure plutôt Charles Groin qui serait à l'origine de cet hôtel particulier. Effectivement, Charles Groin, c'est le propriétaire et le constructeur de l'hôtel, mais cet hôtel porte le nom de l'hôtel de Lauzun depuis que la mairie de Paris, qui a racheté l'hôtel en 1928, a décidé de mettre en avant plutôt l'un des illustres propriétaires de cet hôtel, le duc de Lauzun, qui n'y est passé en réalité que 3 ans, mais qui est célébrissime. La date de 1657, c'est la date de construction, du début de la construction de l'hôtel par Charles Groin. Isabelle, on emprunte un escalier d'Apparat. C'était courant dans les hôtels particuliers, ce genre d'escalier? Alors, d'avoir un escalier d'Apparat, oui, c'était courant. D'une telle ampleur, peut-être pas, mais surtout, la position de l'escalier d'Apparat est originale. En fait, elle est inspirée par l'hôtel de Rambouillet, qui, au début du XVIIe, popularise la solution de mettre l'escalier d'Apparat sur un des côtés de la maison et non plus au milieu. Traditionnellement, l'escalier d'Apparat était au milieu et trônait. Vous allez voir qu'au 2e étage, en fait, l'intérêt d'avoir l'escalier d'Apparat sur un des côtés, c'est que ça permet une enfilade ininterrompue de pièces et de salons qui, du coup, sont d'autant plus majestueux. La particularité aussi de cet escalier, vous voyez qu'il n'est rattaché que sur un côté du mur. En fait, tout le poids de l'escalier est soutenu par le mur. Et l'intérêt, c'est que du coup, on a l'impression qu'il vole. Et ça, c'est aussi un emprunt. C'est un emprunt à la Renaissance italienne. C'est d'autant plus intéressant de savoir que Charles Groin s'est fait construire cet escalier d'Apparat, que lui-même n'est pas un noble. En fait, c'est le fils d'un marchand de vin de l'île de la Cité, marchand de vin qui a fait de bonnes affaires, qui s'est enrichi, et du coup lui-même devient l'un des fournisseurs de l'armée du roi, au même titre que Molière. Molière, notre auteur de théâtre phare, travaillait également comme fournisseur des armées du roi. Et on dit que Charles Groin est l'un des personnages qui aurait inspiré le bourgeois gentilhomme, puisque comme le héros de la pièce de Molière, Charles Groin n'est pas noble mais veut s'ennoblir, veut devenir quelqu'un d'élégant, quelqu'un de raffiné, et par cet hôtel, il le montre. Juste avant d'entrer dans l'appartement d'Apparat, avec l'enfilade qu'on va découvrir, Charles Groin a pris soin de se faire entourer par Apollon, d'un côté, Minerve de l'autre. Assez chic. Ce fils de marchand de vin a très bon goût et est en bonne compagnie chez lui. Ce qui a inspiré aussi certains libelles qui faisaient ricaner justement en disant que ce fils de cabaretier de l'île de la Cité était bien prétentieux et prétendait s'élever au-dessus de sa condition. Alors là, Isabelle, on arrive dans l'antichambre. On arrive dans l'antichambre de l'appartement d'Apparat du 2e étage. Cette antichambre est très belle, mais ce n'est que le prélude des autres splendeurs qui vont suivre. J'attire votre attention sur 2 choses. D'abord, ces petits panneaux peints, divertissants à première vue,
vous voyez que les motifs récurrents, outre les rinceaux, c'est-à-dire ces sortes de guirlandes végétales de toutes les couleurs, et ces fleurs et ces vases, sont ornés à chaque fois d'animaux. Les chercheurs se sont beaucoup interrogés que peuvent bien représenter ces scènes. Est-ce que c'est simplement une fantaisie végétale et animale? Et en fait, ils ont trouvé que le seul point commun entre ces différents animaux que vous voyez là, le chien, le loup, le bélier, l'ours, etc., le seul point commun, c'est qu'ils figurent tous dans les fables d'Ésope. Les fables d'Ésope ont été popularisées en 1668, donc finalement au moment de la construction, enfin peu après la construction de l'hôtel, et il n'est pas du tout impossible que Charles Groin ait demandé de faire figurer les animaux des fables d'Ésope sur ces panneaux de bois. Autre point remarquable de cette pièce, Isabelle, ce sont ces portes majestueuses. Vous avez 4 portes en bois doré et ouvragées qui sont magnifiques, toutes les 4, avec légèrement différentes, mais sur les mêmes thèmes de cette nature célébrée. Et ces portes, en fait, illustrent le fait que les nobles et les gens aisés, à l'époque, commencent à meubler réellement leur palais et leurs habitations pour y séjourner longtemps. Il faut savoir que jusqu'ici, la cour voyage énormément, la cour et les nobles voyagent de château en château. Nicolas Fouquet, qui fait construire Vaux-le-Vicomte dans toute sa splendeur, ne meuble pas Vaux-le-Vicomte. Quand il organise une réception, une caravane de meubles vient de Paris ou de là où il est jusqu'à Vaux-le-Vicomte pour orner les murs de tapisserie, les meubler, etc. Vous voyez là, sur les murs de cet hôtel de Charles Groin, et qui deviendra suite hôtel de Lauzun, qu'on commence à installer une décoration pérenne qui ne bouge pas et qui montre donc un nouvel art de vivre émergent au XVIIe. À quoi ça sert une antichambre, Isabelle? Une antichambre, c'est le prélude à l'appartement d'apparat. Ça sert à patienter quand les invités doivent patienter. Ça sert aussi à ce que l'entrée dans la pièce d'apparat soit plus impressionnante. Vous allez voir que c'est le cas. Oui, ici justement. Je vous invite à contempler, sur le peu de surface qu'il y a, malgré tout, l'enfilade de salons, puisqu'il y en a 1, 2, 3, ça n'est pas énorme finalement, la distance n'est pas énorme, mais l'architecte a eu l'idée géniale de concevoir cette enfilade en rétrécissant chaque porte. Vous voyez, elles sont de plus en plus petites, et donc ça donne une impression de profondeur et de grandeur. La première pièce dans laquelle on pénètre de cette enfilade, Isabelle, c'est donc la chambre d'apparat. Racontez-nous ce que c'est qu'une chambre d'apparat. Alors la chambre d'apparat, c'est une sorte de coup de cymbale architectural qui est la pièce la plus solennelle en fait, où le propriétaire reçoit ses invités. C'est la pièce la plus solennelle. Pourquoi l'appelle-t-on la chambre? C'est vrai, ça devrait être un salon de réception, mais non. Ça, c'est une exception française. En fait, c'est par analogie à Versailles, où le roi reçoit ses sujets dans sa chambre. Certains sujets sont admis à assister au lever du roi et au coucher, c'est d'ailleurs un des privilèges de la noblesse. Eh bien, par analogie à cette habitude, à cette coutume de Versailles, les nobles et les gens aisés importent cela chez eux, dans leur palais. Et donc, ils créent une pièce où il y a un lit d'apparat, un peu comme le lit du roi ou de la reine à Versailles, un lit majestueux, que là, vous ne voyez pas, hélas, puisque là... Il était là, voilà, il était là. En fait, la pièce était d'un seul tenant, elle n'avait pas été cloisonnée comme elle le fut au début du XXe siècle. Et donc, le lit se tenait là, s'avançait, et puis autour, on tenait salon. Alors Isabelle, on va désormais aller dans votre pièce préférée de l'hôtel de Lauzun, je crois, qui s'appelle donc le cabinet ou le boudoir de l'hôtel de Lauzun, qui est une toute petite pièce absolument sublime. Une toute petite pièce, une sorte de coffret à bijoux. Vous voyez ces dimensions extrêmement exiguës. On l'appelle boudoir de Daphnis et Chloé à cause de ces 4 petits tableaux rectangulaires qui célèbrent les amours de Daphnis et de Chloé. Daphnis la bergère, et Daphnis le berger et Chloé la bergère, je crois. Vous voyez là
les discussions entre amoureux, les travaux d'approche. Et puis là, ça se précise nettement plus précisément sur une rencontre assez proche de Daphnis et Chloé. Isabelle, nous sommes ici dans un cabinet assez décoré. Racontez-nous un petit peu l'endroit où nous sommes. Alors ce cabinet est surnommé cabinet bibliothèque. Vous voyez, il n'y a pas de livres. Il y en avait peut-être à l'intérieur des armoires. On a une dizaine de panneaux peints qui correspondent en fait à la mode du studiolo, directement importé par la famille Médicis, Catherine et Marie de Médicis. Vous savez qu'elles venaient de la grande famille de Florence qui avait popularisé cet art du décor. Le studiolo, c'est un petit cabinet de curiosité où les gens conservent les collections d'objets et d'œuvres d'art qu'ils apprécient. Cette pièce est décorée aussi avec les lettres de MCG, Charles Groin et Geneviève de Moix, puisque Geneviève de Moix était la femme de Charles Groin, la seconde épouse pour laquelle il fait construire ce palais. Il est intéressant de voir sur la décoration de toutes ces boiseries quelques peintures de paysages. Ce sont parmi les premières peintures de paysages qui apparaissent pour des sujets en soi. Avant, le paysage était bien sûr existant dans les tableaux, mais en tant que décor. Là, c'est le sujet principal de ces décorations et de ces boiseries. Alors ça, Isabelle, c'est un escalier un peu particulier, qui amène à une pièce... C'était un escalier de service commun, il y avait beaucoup de domestiques. Vous voyez, la petite porte dérobée permettait aux domestiques de venir discrètement pour servir les gens qui étaient là. Mais cet escalier, il est connu parce que c'était l'escalier qu'empruntait Baudelaire pour accéder, je ne dirais pas à ses appartements, mais à sa soupente. En fait, Baudelaire a loué ici pendant 3 ans un appartement, et c'est par là qu'il passait pour y aller. Aujourd'hui, cet appartement est devenu un bureau, le bureau de l'un des 30 chercheurs de l'Institut d'études avancées de Paris, l'IEA, qui rassemble des chercheurs de toute la Terre, qui travaillent sur les sciences humaines. Et donc l'un d'entre eux travaille là où Baudelaire habitait et travaillait. Cet endroit était beaucoup loué, c'était un immeuble de locataires. Il y a eu beaucoup de locations. Oui, il y a eu beaucoup de locations. Depuis le début de la construction de cet hôtel, en fait, la famille qui a fait construire cet hôtel, la famille de Charles Groin, s'était aménagé la partie nord et avait réservé le reste pour les domestiques, mais aussi pour les locataires, ce qui était une manière d'avoir de l'argent. Et les appartements pouvaient se louer à la nuit même, ou à la journée. Airbnb en fait n'a pas inventé grand-chose. C'est intéressant de savoir en fait que les nobles et les gens aisés voyageaient énormément et que du coup pour rentabiliser leurs hôtels, ils les louaient aussi, parfois les parties d'apparat, mais en tout cas dans le cas de cet hôtel de Lauzun, il y a d'autres parties qui étaient réservées à des locataires. Et d'autres pièces de l'hôtel qui étaient aussi louées, il y avait des boutiques, il y avait... Oui, c'est ça. Alors, et parmi les boutiques, il y en a une célèbre d'un antiquaire qui avait une sorte de caverne d'Ali Baba avec plein d'antiquités, une boutique dans laquelle Baudelaire se ruinait, puisqu'il avait un goût de la décoration très pointu, très particulier, et cet homme, en fait, était l'âme damnée de Baudelaire, qui lui vendait très très cher des objets, alors que Baudelaire n'avait plus les moyens de le payer, ça a été un des instruments de sa ruine. Alors, on retourne dans la chambre d'apparat, Isabelle, et vous me racontiez que c'était le lieu des fameuses soirées et que vous évoquiez tout à l'heure, organisées par Baudelaire, qui habitait donc juste au-dessus. Des soirées assez spéciales. Racontez-nous de quoi il s'agit. Ce sont des soirées auxquelles participait Baudelaire. Celui qui les organisait, c'était le peintre Ferdinand Boissard, qui était un de ses amis, qui était passionné de musique, qui organisait des concerts. On sait que Delacroix, par exemple, est venu assister à des concerts ici. Mais il organisait aussi des soirées d'un autre type, puisque c'était les soirées du club des Hachichins, où Balzac, Meissonnier, Théophile Gautier, Baudelaire et certains autres venaient sous la direction du docteur Jacques-Joseph Moreau, auteur d'un traité qui s'appelle Du hashish et de l'aliénation mentale. Il venait essayer le hashish et en fait ces soirées servaient à ce docteur pour observer finalement Baudelaire, Balzac et co étaient les cobayes de ce hashish qui était... le comportement et les répercussions que ça pouvait avoir sur le Exactement. Il faut savoir que ce terme en fait, de hashish vient d'un terme hérité des croisades. Les guerriers arabes prenaient une sorte de pâte verte comparable à de la confiture pour décupler leur violence en combat et que lors de ces soirées du club des Hachichins, c'était sous cette forme également que Baudelaire et ses amis artistes et écrivains consommaient ce hashish.
Merci beaucoup Isabelle pour cette visite inédite de cet endroit magnifique, l'hôtel de Lauzun, donc au cœur de l'île de la Cité. Je rappelle donc l'île Saint-Louis. Je rappelle donc le Figaro hors série, vous consacrez entièrement à Paris secret. Alors d'autres destinations magnifiques sont à découvrir dans ce hors série. Un petit mot sur ce magazine qu'on trouve dans tous les bons kiosques. Oui, bien sûr, c'est Paris secret pour des hôtels particuliers, des monuments un peu secrets ou confidentiels comme celui-ci, mais aussi des monuments qu'on pense connaître, comme le Louvre, des quartiers comme Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, mais dont souvent on ignore l'histoire. Et bien d'autres lieux à découvrir aussi, donc en Bien images sur Figaro Live. À très bientôt. Merci beaucoup Isabelle. Merci Ariane.